Madame, Messieurs, bonjour à tous et merci infiniment de nous retrouver ce matin sur les antennes d'Equinox Télévision dans le cadre du 10-12 Le Zénith. Et nous allons bien évidemment ouvrir cette émission ce matin avec un sujet tout à fait désolant, frustrant, choquant. Le Covid-19 vient d'avoir raison de l'artiste Manu Dibango. À 86 ans, le saxophoniste reconnu d'utilité publique et à l'échelle mondiale n'est plus. L'info a été donnée ce matin à travers la page Facebook de l'artiste lui-même et grâce aux membres de sa famille. Une information qui arrive à un moment donné où le Cameroun vient également de reconnaître, d'ailleurs, après le tweet du ministre de la Santé publique, le docteur Manaouda Malachi, son 10e cas, 10 autres cas, justement recensés cette nuit, et dire également qu'est-ce que le Cameroun serait en train de s'acheminer vers un réel confinement qui de plus en plus semble être la solution idoine pour sortir véritablement de ce coronavirus. On ressait également les impacts de ce coronavirus sur l'économie mondiale et même nationale, étant donné qu'on risquerait d'avoir des récessions. Les banques s'engagent également à soutenir l'économie nationale et bien évidemment, on commence aussi à lire quelques dons qui partent de ça et là en direction justement de l'État pour pouvoir soutenir et apporter les contributions exactes en vue d'éradiquer le coronavirus qui fait de plus en plus de victimes, pas seulement au Cameroun, mais même à l'extérieur. Bon, bienvenue à vous. Ils sont, comme il est de tradition avec nous sur ce plateau, pour meubler l'essentiel de cette émission. Charles Amel Mbathiou, bonjour à vous et bienvenue. Bonjour, monsieur Eric, monsieur Michel Ngachou. C'est vrai que tout à l'heure, on en parlait. Non, tout à l'heure, on parlait d'Eric. Bon, tout porte à croire, tout va bien. C'est la raison pour laquelle je suis revenu encore là-dessus. Alors, bonjour à tous les téléspectateurs. À l'heure où il est recommandé à tous l'union nationale, la solidarité nationale, lutte unie sur tous les fronts, le ministre de la Communication, M. Irénée Emmanuel Sadi, sort un communiqué dans lequel il choisit les médias qui vont participer à sa conférence de presse conjointe, en excluant de fait Equinox. Quel est l'objectif recherché à travers cela? Lorsqu'on sait qu'on doit faire entrer tout le monde doit participer à cette lutte contre le coronavirus. Passons. À l'heure où le monde s'est désormais lié mieux dans des restrictions, des mesures restrictives, Madame le ministre de la Recherche scientifique donne un point de presse, une conférence, dans laquelle elle dit que c'est plutôt la chauve-souris qui serait à l'origine de la maladie, comme on peut dire, comme certains disent déjà du siècle, le Covid-19. Est-ce qu'on est appelé à réfléchir ou à chercher les origines alors que tous sont aux solutions? Par exemple, la France qui a acté désormais la chloroquine et l'azithromycine. Passons. Dans tous les cas, il faut dire que depuis un certain temps, on a un opérateur économique qui invite de fait tous ses clients à venir renouveler leur pièce d'identité, alors qu'on interdit des rassemblements de plus de 50 personnes. Comment vont-ils faire pour venir renouveler leurs pièces de peur d'une suspension? Déjà, les pièces elles-mêmes ne sont pas disponibles. Mesure quand tu nous tiens. Assez compliqué ce matin, c'est des sujets aussi importants les uns que les autres que nous révèle à l'instant Charles Amel Mbathiou. Il n'est pas seul, Mbombor Mbengan, comme il est de tradition, est avec nous sur ce plateau ce matin. Mbombor, bonjour et bienvenue. Bonjour Monsieur Ngachou, bonjour à vous chers téléspectateurs. Jusqu'à maintenant, il est difficile de lire la stratégie gouvernementale de lutte contre Covid-19. Je dis bien qu'il est difficile de lire, je ne dis pas que ça n'existe pas. Mais sauf que, à ce moment, comme disait M. Mbathiou, qu'est-ce qu'on attend donc des communications institutionnelles? Qu'est-ce qu'on attend de la presse? Cela me rappelle ce qui était arrivé en 93-94 lorsque le ministre de la Justice, garde des Sceaux de l'époque, Maître Douala Moutomé, appelait plutôt tout le monde, toute la presse, à se mobiliser derrière le gouvernement pour ce qui allait se faire avec Bakassi. Aujourd'hui, on exclut. Après, on dira que les gens se sont exclus. Il faut bien prendre le peuple à témoin, l'opinion publique nationale et internationale à témoin.
le gouvernement a décidé d'exclure Equinox de sa campagne de communication. Ce n'est pas un problème pourvu que ça réussisse. Mais toujours est-il que les marchés restent ouverts, tout reste ouvert. Mais alors, si on ne se confine pas, tout le monde sera infecté. Et si tout le monde est infecté, on va tous mourir. Donc, quelle option allons-nous prendre là maintenant? Tous infectés, on meurt. Tous confinés, on vit. Quelle option allons-nous prendre? Et dans cette option, justement, avec vous, Bonbon Bengan, on aurait bien souhaité réinterpeller également l'État du Cameroun sur cette stratégie de communication à l'endroit des populations. On en reparlera avec force et respect au courant de l'émission notamment. Karine Sontia nous fait également l'amitié ce matin d'être encore avec nous. Karine, bonjour et bienvenue. Bonjour Michel, bonjour aussi aux téléspectateurs. Une proposition suite à un petit sondage fait sur ma page Facebook pour accompagner l'action du gouvernement sur la lutte contre le Covid-19 au Cameroun. On pourrait utiliser la même stratégie que le président de la République a utilisée pour sa campagne présidentielle en 2018, matraquage. Matraquage oblige également, elle est avec nous, comme il est de tradition, Audrey, Dominique Oyengelek, peut-être j'aurais renversé, Dominique Audrey Oyengelek, bonjour et bienvenue. Dominique Audrey Oyengelek. Bon, d'accord. Monsieur Ngachou. Super. Bonjour chers téléspectateurs, bonjour à vous Michel Ngachou. Avant de décliner l'histoire de ce matin, je tiens à dire aux téléspectateurs qui souhaitent envoyer leur histoire que ça se fait gratuitement parce que j'ai ouï dire que beaucoup de personnes se présenteraient comme des personnes qui pourraient transmettre leur histoire, les histoires moyennant des sommes d'argent. Les histoires se racontent gratuitement et se font uniquement à travers mon compte Facebook. Comme je l'ai dit, je vous raconte l'histoire ce matin de René et de Madeleine qui se sont mis en couple il y a quelques années. Et 3 ans après le début de la relation, René a décidé d'aller toquer à la porte de la famille de Madeleine pour la demander en mariage, ce qui s'est très bien passé. Il faut dire que les deux sont des chrétiens. 7 mois après le toquer-porte, la mère de René le fait venir et lui demande « Est-ce que ta copine est déjà enceinte ?» Il lui dit non. Sa famille a demandé que je la dote et que je l'épouse précédemment pour qu'on puisse éventuellement envisager le mariage. Sa mère lui a dit non. Pour qu'on continue avec le processus, c'est-à-dire pour qu'on la dote et qu'on l'épouse, il faut d'abord qu'elle te donne un enfant. René s'est rapproché de Madeleine et a essayé d'en discuter avec elle. Elle n'a eu aucun problème. Conséquence, elle a conçu d'un enfant. Sauf que lorsque la famille de Madeleine apprend qu'elle est enceinte, c'était un scandale. Ils ont estimé que c'était très grave et que le mois même de la conception, il était question qu'on l'épouse. Mais René leur a dit, je ne peux pas l'épouser maintenant, mais je l'épouserai après son accouchement. La famille de Madeleine a dit, puisque tu ne l'épouses pas aujourd'hui, maintenant, sache que l'enfant qui naîtra, tu n'auras pas de nom, cet enfant ne portera pas ton nom. Il n'a pas eu de problème avec ça. Après l'accouchement, tout de même, il s'est occupé de tous les frais et tout. Après l'accouchement, il se rapproche de la famille de Madeleine pour continuer avec le processus qui encadre le mariage. On lui a dit, puisque tu as désobéi, le représentant de la famille lui dit, puisque tu as désobéi, je ne te conduirai pas vers les membres de la famille vers lesquels tu dois donner cette dot. Tu as refusé de l'épouser au moment dit, donc tu vas devoir te débrouiller autrement. René et Madeleine ont déjà pensé à fixer une date de mariage, mais sauf qu'aujourd'hui, ils sont butés. Les représentants de la famille de Madeleine exigent leur avis, exigent d'avoir leur mot à dire dans tout ce qui concerne ce mariage-là. René nous dit que sa famille n'est au courant de rien dans tout ce qui se passe, de toutes les menaces, de toutes les conditions qu'il doit subir au quotidien et il aimerait savoir comment il doit faire parce qu'il aime cette fille, mais aujourd'hui il est un peu buté face à cette famille-là. Quand l'amour nous tient en même temps, on va le dire ainsi. Eh bien, une histoire assez importante également ce matin lorsqu'on entend Dominique Audrey nous faire la belle narration et des questions de dot qui se posent encore. Je me retourne rapidement vers vous, Bonbon Bengan, vous qui êtes traditionnaliste à la base. Comment expliquer justement que l'on puisse avoir la femme
C'est-à-dire qu'on puisse doter la femme avant de faire un enfant avec elle. Quelle analyse vous en faites de cette histoire de ce matin? Non, au départ, les bases sont bien posées. Et c'est maintenant que ça risque de s'embourber, et pour rien. Et pour rien, ça veut dire que René pense qu'il peut mener les négociations. C'est pas lui qui doit parlementer. À la limite, il doit laisser quelqu'un de sa famille, surtout sa maman, parlementer pour niveau des femmes. Mais son chef de famille qui doit parlementer, lui, il dit même qu'il cache, sa famille n'est pas au courant qu'il a subi. Justement, on lui fait subir ça, j'allais dire exprès. Et c'est normal. Donc, je ne vois pas de problème véritable. Le mariage, au départ, pourquoi j'ai dit que les bases ont été bien posées? Sa maman, sûrement, il y a des familles comme ça où il n'y a pas beaucoup de gens. Il peut-être a fait peut-être un enfant ou deux. Il pense que son fils doit avoir beaucoup d'enfants. C'est normal. Et ça nous amenait même à des situations où on allait faire des raps. On sait que les filles de tel village se lavent souvent à 17h à tel marigot. On organise les raps, on part, on arrête 2 ou 3 filles, on vient. Et ce sont nos mamans qui allaient parlementer en disant que non, en fait, on utilisait l'image de la poule. On vous dit, mais non, c'est pas le renard qui a pris la poule, c'est vraiment nous pour que, voilà. Et on finissait toujours dans la joie. Mais les raps, ils conduisaient à quoi, Mbombo? Non, les raps, ils conduisaient à quoi? Non, les raps, c'est-à-dire qu'on pouvait avoir des garçons qui étaient, comme on dit, ne veulent pas se marier, on soupçonne, il est dans tel village, il sort une fille ici, il sort une fille là, et on lui impose de se marier. D'accord. On impose de se marier et on procédait comme ça, quelquefois. Mais ici, c'est bien organisé, très bien, et maman veut des enfants, la mère de René veut des enfants, et la fille aussi est consentante. Mais justement, c'est la famille de Madeleine qui ne cherche pas à remplir sa mission. Pour quelle raison, on n'en sait rien. Une fille qui accouche avant d'aller en mariage, cet enfant appartient à sa famille biologique. Et la famille de René était d'accord. Mais en fait, c'était pourquoi? Pour dire que pendant la dot, on va doter et la femme et l'enfant. Mais puisque avant la dot, il faut quand même donner le nom, on peut accepter que la famille de la fille puisse donner le nom, ça ne gêne pas. Mais ce que je ne comprends pas, c'est que le père de la famille de Madeleine puisse avoir ce type de comportement. Mais je pense qu'il veut dire à René, ce n'est pas avec toi que je discute, tu ne t'y connais pas. Donc il lui fait ça, lui il considère qu'on est en train de gêner, de faire la pression. Non, il veut lui dire, on a aimé, tu as engrossi notre fille avant, maintenant on est prêt, mais ce n'est pas toi, tu discutes quoi là? Je veux, tu cherches quelqu'un de ta famille qui vient discuter. Donc moi, je vois des bons contours. Il appartient seulement aux jeunes de savoir que ce n'est pas eux, qu'ils attendent que leur famille les mette ensemble. Vous avez vu, il a obéi à sa maman, déjà l'enfant est né. L'enfant est né et c'est sûr que c'est sa maman qui lui a dit, quand il va accoucher là, d'abord quand on va constater qu'elle est enceinte, tout sera arrêté. Donc, on ne va plus continuer le processus de la dot. Donc, la maman lui dit, si il y a telle condition qui se pose, accepte. De toutes les manières, tu n'es pas un bandit, tu vas épouser la fille. Donc, il porte le nom de son père ou de sa mère, s'il y a une fille, ce n'est pas un problème. Lui pense donc avoir pris, je ne sais pas moi, la légitimité d'aller parlementer. Non, ce n'est pas son rôle. C'est là où il risque de gâter lui-même. C'est qu'il dise vite à sa maman. Et sa maman va trouver le chef de famille qui ira parlementer. Je voudrais respecter les Bantous et semi-Bantous qui sont sur le plateau en même temps, traditionnalistes. Charles Hamel Battu, d'ailleurs, s'en revendique au quotidien. Charles Hamel, est-ce qu'il est important qu'une maman use de son attitude, je veux dire, la maman maligne, qu'elle use de cela pour amener son fils également à lui faire des enfants sans que celui-ci ne soit véritablement marié, Charles Hamel? Il n'y a pas de malignité à ça. Où est-ce que vous voyez la malignité? Le devoir de tout parent, c'est de se rassurer qu'il aura une descendance. Vous êtes là aujourd'hui, vous avez certainement des enfants. Votre rêve serait de porter, de vous faire appeler grand-père, de vous faire appeler arrière-grand-père. On a beaucoup qui ont cette chance et d'autres qui n'ont pas. Le principe du mariage traditionnel chez les Bantous repose sur 3 questions fondamentales qu'il faudrait répondre. La première, est-ce que la famille dans laquelle je vais est prospère? Est-ce que la famille dans laquelle va mon fils
est épanouie? Est-ce que la famille dans laquelle va mon fils, il jouisse d'une longévité? C'est la première question. La deuxième question, est-ce que cette famille est fertile? Est-elle féconde? On veut savoir, est-ce que là où mon fils part, est-ce que là où je m'en vais, il y a la fertilité? Vous avez des familles, on dit trivialement, même si on pisse par terre, traverse, elle prend. Comment est-ce qu'on teste la fertilité? Non, vous avez posé une question, je vous réponds. C'est ce que maman a fait. Je vous réponds. Vous avez le troisième. Vous pensez que c'est ma ligne. La troisième question, est-ce que cette famille est saine spirituellement? C'est là où il y a ce qu'on appelle l'enquête de moralité. Vous avez des tantes, des oncles qui vont chez des voyants, des grands prêtres africains. Vous avez dit marabout? C'est votre expression. Ne nous prêtez pas une expression qui est propre à vous, Dominique Audrey Yengelek. Je parle des grands prêtres. Je parle des grands prêtres. On va rencontrer des grands prêtres. Dominique, tu me permets, on laisse Charles Hamel poursuivre. Le féminisme n'a pas de position là présentement. Ça n'a rien à voir. On en reparlera. Ça n'a rien à Charles voir. Hamel. On va tout mettre dans le féminisme. D'accord, on en revient. Bon, allons-y, Charles Hamel. Je vois qu'il y a l'association des féministes sur le plateau. Alors, je disais que on cherche à savoir Allons-y, laissons Charles Hamel si cette famille est saine spirituellement. Est-ce qu'il n'y a pas des vampires? Est-ce que la fille qu'on prend n'a pas un ventre pourri? Parce qu'il y a des filles maudites. Il y a des familles maudites. Il y a des familles qui portent des poisses, des familles de bannis. Il y a des filles, lorsque vous, à peine vous l'embrassez, vous avez des maux de ventre, des maux de tête. C'est le premier signe de la possession. Ah oui, de la sorcellerie. Il faut faire très attention. On regarde, on répond à ces différentes questions avant d'aller. Donc la maman a répondu à la première question au niveau de la famille qui était prospère. Elle a la deuxième étape. Cette famille est-elle féconde? Alors elle a dit à son fils, je veux un enfant. Prouve-moi que je peux avoir un enfant, je veux avoir un petit-fils. Ce n'est pas un problème pour le mariage, pour la suite. Ne te dérange pas, je veux un enfant. Il est allé, il a discuté avec sa épouse. Ils sont partis rencontrer les parents. Sauf que la famille de Madeleine est une fausse famille, permettez-moi l'expression, une famille très intéressée. Pourquoi? Parce que lorsque la femme est enceinte, tout s'arrête. On ne dote pas une femme enceinte. On n'épouse pas une femme enceinte. On ne toque pas à la porte pour une femme enceinte. Donc cette famille, elle risque de ressembler à la famille des occidentalisés, comme Dominique Audrey au Yengelek, où on se dit, on peut aller doter. Mais on a prévu chez les Bantous qu'on peut déposer ce qu'on appelle un acompte. Nous avons la bonne intention. Nous sommes en route. C'est ce qu'on dit. Voilà le langage. Nous sommes en route et on vient, on fait un paquet. Ce paquet peut être une chèvre. Ce paquet peut être un bouc. Ce paquet peut être suivant le sexe. Parce que ça encore, on fait rentrer les grands prêtres qui vont dire, elle va accoucher d'un garçon. Elle attendra une fille. Si c'est une fille, c'est une chèvre. Si c'est un garçon, c'est un bouc. Et s'il advient que l'enfant qui naîtra est un garçon et que vous avez offert un bouc, on prend cela en compensation. Vous venez tout simplement doter la femme. Si c'est une chèvre. Mais si c'est l'inverse, on va vous frapper en mettant une taxe. Comme Bambora a dit tout à l'heure, vous allez doter et la femme et l'enfant. Voilà les subtilités qu'on a prévues dans la tradition, monsieur. Très bien. J'ai bien envie d'entendre Karine Sontia s'exprimer sur le sujet. Si jamais, Karine, tu te retrouvais à la place de Madeleine, que ferais-tu? Je ne ferai pas d'enfant. Je ne veux rien prouver à qui que ce soit. Pourquoi? Je ne veux rien prouver à qui que ce soit. Vous n'avez pas épousé mon ventre. C'est moi. Non, c'est moi qui l'épouse. Quand on s'est rencontrés, il n'était pas question de faire un enfant. Maintenant, quand on parle de mariage, il faut... Oh, monsieur Battu. Monsieur Battu, je suis désolée. Tous ceux qui me connaissent, faites ce que vous voulez. Faites ce que vous voulez. On arrivera. Tous ceux qui me connaissent... Soyez vous-même, Karine. Je suis tellement moi... tellement moi qu'il n'y a pas un autre moyen d'être une autre personne dans mon corps. Oui. Que ferais-tu si tu étais à la place de Madeleine? Je ne ferai pas cet enfant. Je ne le ferai pas. C'est quoi ton vœu concrètement? Parce que l'enfant n'est pas la garantie du mariage. Faire un enfant avec un homme ne veut pas dire qu'il va t'épouser. Parce qu'il pouvait faire l'enfant avec elle. Et après, sa maman lui dit non, c'est même pas le sexe que je voulais, non. Parce qu'il n'obéit qu'à ce que la maman veut. On comprend très bien que les deux aient fini par décider que oui, on va faire un enfant. Ça, c'est un choix que je respecte.
à un moment donné, quand même, la famille a le droit de parler. Parce qu'ils avaient entamé une procédure. Ils ne sont pas venus rencontrer la famille pour dire que non, on arrête à ce niveau parce qu'elle est enceinte. Non. La famille a seulement découvert que la fille est enceinte et peut-être qu'on ne les a plus vus. Peut-être qu'on ne les a plus jamais vus. Monsieur Bachou a expliqué le processus ici, mais il n'a pas expliqué que quand la femme est enceinte, on renégocie encore. Oui. Mais si, il a parlé des chèvres de bouc. Je dis, mais ils ne l'ont pas fait. La famille n'a rien à voir, la famille n'a pas de problème. La famille de cette femme, dans l'histoire... On arrête tout. Mais dans la mesure du possible, vous allez... J'ai dit, on arrête tout lorsque la femme est enceinte. Mais dans la mesure du possible, vous pouvez aller négocier. Mais là, c'est à vos risques et périls. Parce que si vous donnez, c'est si vous ratez, c'est à vos risques et périls. C'est pour ça que beaucoup de familles préfèrent arrêter. Monsieur Ngachou, lorsque vous êtes avec une femme et qu'elle habite chez ses parents, si la famille vous connaît déjà comme un prétendant et qu'elle tombe enceinte, vous avez le droit de venir reconnaître la paternité de l'enfant devant ses parents-là. Traditionnellement, vous n'avez pas besoin d'apprendre le livre de la tradition pour le savoir ça. Non. Je dis, c'est comme ça. Cet enfant ne vous appartient pas. Je dis, vous venez d'abord reconnaître cet enfant, ne vous appartient pas. À la limite, vous vous cachez même. Non. Moi, je n'ai pas vu ça. Je n'ai pas vu ça. Laissez-moi terminer. Laissez-moi aller jusqu'au bout. Ouais. Tous les cas que j'ai vus et dont j'ai été témoin, lorsque la fille elle est tombée enceinte, il a fallu que le garçon il vienne reconnaître en disant papa, elle attend un enfant et l'enfant est de moi. Même si on a entamé n'importe quelle procédure, on peut arrêter parce que je sais qu'on ne dote pas une femme qui est enceinte. On attend pour que le père sache au moins ce qui va se passer de l'enfant. C'est pas tout le monde qui accepte que l'enfant porte le nom de son père ou que le père appartienne. Il y a les familles qui n'accepteront jamais que l'enfant porte un autre nom que le leur. Donc quand il reconnaît, c'est pour avoir l'autorisation de mettre l'enfant en son nom au moment où la fille va mettre l'enfant au monde. Donc, monsieur Bachou vous a expliqué 30 secondes, Chalamel. La fille répond à une question posée à son père. 30 secondes, Chalamel. Le père demande à la fille qui est le père de l'enfant. La fille dira papa, il viendra se présenter. N'essayez pas d'entrer lorsque vous n'avez pas été convoqué. C'est le père qui pose la question au garçon. Absolument. La famille le connaît déjà. Mais la famille peut vous connaître. Attention, ne dites pas les choses. Comprenez-nous. On ne parle pas tous ensemble. On ne parle pas tous au même moment. Si la famille avait entamé avec lui une procédure de dot, ça veut dire que la famille le connaît. Très bien, c'est bon, c'est compris. Il peut arriver que la fille soit enceintée par quelqu'un d'autre. C'est pour ça que lui, il vient se reconnaître. C'est pour ça que lui, il vient dire que c'est lui le père de l'enfant. Parce qu'il peut aussi dire demain que ce n'est pas lui le père de l'enfant. Vous ne venez pas si vous n'avez pas été convoqué. Est-ce que vous savez qu'on peut en une semaine toquer 5 fois à la porte du père pour la même fille? Toquer ne veut pas dire doter. Ça se fait. Ben vous êtes donc d'accord. C'est à la question du père. Donc ne dites donc pas, c'est à la question du père. Qui est le père de cet enfant? Vous avez la possibilité de venir reconnaître l'enfant devant ses parents. Vous ne le connaissez pas parce que vous n'avez pas doté. Merci cher Lamel. Merci cher Lamel. Merci cher Lamel. Merci Karine Sontia. Les vôtres. Dominique Audrey, le sujet est suffisamment passionnant que votre avis compte également. Vous nous racontez une très belle histoire. Vous êtes femme. D'aucuns pensent à un moment donné que l'attitude des parents du garçon ne serait pas une attitude acceptable. Qu'en dites-vous? Je suis tout à fait d'accord. L'attitude de la mère de René donne l'impression qu'aujourd'hui au Cameroun, on ne doit épouser une fille que lorsqu'elle a accouché. J'aimerais savoir si cette même mère accepterait qu'on pose ce genre d'exigence à sa fille. C'est pas normal. Et malheureusement, aujourd'hui, de plus en plus, on le vit dans les différentes relations qu'on peut avoir avec des hommes. Vous verrez des gens qui diront à leur fils, non, vraiment, cette fille, on ne la dote pas tant que vous n'êtes pas 3. Est-ce que c'est normal? Qu'est-ce que met dans le trio? La fille, le garçon et l'enfant. Ouais. Ce n'est pas normal. On est en train de jeter l'opprobre comme ça sur des femmes qui peuvent rencontrer des difficultés à concevoir. Le mariage ne se fonde pas foncièrement sur la maternité ou la paternité. Je ne pense pas. Il y a des personnes qui ont fini par vivre pleinement leur relation sans avoir forcément un enfant. Qui dit que lorsqu'on a un enfant, c'est le gage d'un mariage assuré? C'est le gage d'une vie assurée. Ça sert à quoi d'avoir... Non. Il y a des gens qui finissent par avoir... Tu te retiens beaucoup, ça se voit. On se comprend. Oui, j'allais dire des bêtises. Il y a des gens qui
finissent par avoir des enfants et après, ces enfants-là meurent par la suite. Et après, la mère, malheureusement, ne peut plus en avoir d'autres. Qu'est-ce qu'on fait d'elle? On la répudie parce qu'elle n'a plus accouché. Sa famille est maudite. Oui, malheureusement. Mais sauf qu'il y a, dans le processus de recherche de moralité, machin, truc là, il y a qu'on dit généralement que lorsqu'on se cogne la tête sur un vase et que ça sonne vide, ce n'est pas forcément le vase qui est vide. Les familles qui ont pour exercice d'aller chez les marabouts pour questionner la moralité, la moralité, Dominique, on va chuter, oui. la moralité des filles, ce n'est pas un exercice, ça ne sert à rien. Parce que ces marabouts-là, je ne suis pas sûre qu'ils maîtrisent vraiment qui sont les personnes qui sont en face. Les gens doivent arrêter avec la sorcellerie. Arrêtez avec ça. Les personnes, on les découvre au quotidien. Votre marabout aura beau vous prêcher des choses, mais sur le terrain, vous verrez autre chose. Maintenant, en ce qui concerne ce que le garçon doit faire, qu'il essaye de se rapprocher de la famille et qu'il courbe les chines. Est-ce que c'est le garçon, est-ce que c'est au garçon de se rapprocher de Dominique? Bien sûr, c'est lui qui veut la femme. Est-ce que ce garçon n'a pas son père, n'a pas ses oncles? La personne qui lui a demandé de faire l'enfant ne peut pas partir. Voilà. Très bien. Pourquoi elle l'envoie maintenant, lui? Nous avons Pourquoi il pas le faire? Si pour faire l'enfant, c'est quelqu'un d'autre qui lui a demandé d'en faire. La question est posée à Audrey. Il ne réfléchit même pas. Une mauvaise mère. Les gens réfléchissent pour lui. La question Non, est adressée à Audrey. lorsqu'on dit qu'il se rapproche, ça sous-entend qu'il n'ira pas seul, qu'il a une famille. Donc, on ne va pas forcément toujours dire qu'il prenne sa famille. Donc, qu'il se rapproche de la famille de la fille et qu'ensemble, qu'ils essayent de voir dans quelle mesure ils vont faire profil bas et faire tout ce qu'il faut pour avoir la femme. Auquel cas, qu'il prenne sa route, qu'il aille trouver une marionnette pour sa mère. C'est compris. Merci à vous, madame, monsieur, de rester sur les antennes d'Equinox Télévision. 10-12, le Zénith se poursuit. Dans un instant, Charles Hamel sera là avec la colère. Je m'interroge ce jour sur la question de la décrépitude avancée du Madjeni au Cameroun. Le Madjeni est dans le noir, comme le Cameroun en ce moment. Crise, Boko Haram, Nord-Ouest et Sud-Ouest, coronavirus, et le Madjeni. Les employés de Ebolova, Bamenda, Douala, Yaoundé sont au bord de l'asphyxie. Mais question, peut-on dire à ce jour que le Madjeni participe à la construction du réseau routier national? Participe-t-il encore à ses missions à lui dévouer dans les années 1960? Peut-on dire qu'il continue de louer le matériel de génie civil aux services administratifs, collectivités publiques et petites et moyennes entreprises chargées de l'entretien des routes? Où est passée la réserve de 13 milliards de francs CFA dont disposait le Madjeni? Il n'est plus un secret pour personne, le Madjeni est à l'agonie. Il n'attend qu'une seule chose, le corona, pour parler trivialement. La localisation est restée, mais le référent, le parc national de matériel de génie civil du Cameroun, lui, se meurt. L'activité humaine y est rare. Même le vigile chargé de filtrer les entrées donne l'impression de s'ennuyer. Les bâtiments où sont logés les ateliers croulent sous le poids de l'âge. Une réflexion partielle a été faite. On a tout fait, on a repeint, on a recrépi, donnant l'impression de neuf. Pourtant, au fond, ça souffre de la vieillesse. Les mauvaises herbes poussent drues. Le parc engin est presque entièrement sinistré. La plupart des engins constituent tout simplement des épaves destinées à la casse. D'autres sont garés pour des pannes plus ou moins graves. Pas de quoi faciliter le travail. Comment comprendre ce tripatouillage d'engins qu'a connu cette entreprise à une époque? La location des engins aux petits amis, sans contrepartie, au bénéfice de l'entreprise.
Des ventes aux enchères fantaisistes. Au lieu d'acquérir de nouveaux engins, on a bradé le patrimoine existant. Qui, allez-vous me poser la question? Eh bien, ils se reconnaissent. Savez-vous qu'un engin qui coûtait 150 millions de francs CFA était revendu à 5 ou 7 millions au bout seulement de 3 à 5 ans d'usage, alors que la durée d'amortissement d'un tel engin était de 20 ans, ou mieux, est encore de 20 ans. Et dans la plupart des cas, le principal acquéreur n'était personne d'autre que le vendeur. Faites un tour des différentes résidences, des différentes propriétés, des anciens directeurs. Vous allez vous rendre compte qu'ici traîne un caterpillar, là traîne comment on appelle, une coxeuse, ici traîne une piqueuse, tel qu'on le dit de ce côté. Et l'État avait-il bien réfléchi avant que d'entamer la réforme du Madjeni qui visait à transformer la structure en une véritable entreprise publique du BTP avec droit de postuler pour les contrats relatifs à la construction des infrastructures dans le pays. Depuis une dizaine d'années, ces structures publiques roulent sous le poids de la dette sociale, objet de grève à répétition. Les tentatives de l'État de remettre sur pied ce mastodonte sont plombées par les difficultés conjoncturelles et structurelles auxquelles sont confrontées l'entreprise. Malversation financière outrance, notamment celui portant sur le projet d'exécution du contrat plan entre l'État et le Parc national du matériel de génie civil d'une valeur d'environ 8 milliards de francs CFA. Savez-vous que le Madjeni, suivi grâce à un parc matériel, ne répondant plus aux attentes, comment mener à bien ses missions et surtout être compétitif dans le contexte économique actuel? Savez-vous que 120 niveleuses ont été laissées aux intempéries après 8 mois en entrepôt à la place portuaire de Douala, alors que réceptionné par Patrice Ambassala, ministre des Travaux publics d'alors? Savez-vous que ces 100 niveleuses sont restées en souffrance sur la cour du matériel de génie civil à Douala, exposées à toutes sortes d'intempéries, ajoutées aux défauts de maintenance quotidienne? Savez-vous qu'après leur réception, les niveleuses maltraitées ne sont pas encore affectées à travers les différentes régions, soit 10 dans chacune, en vue de l'entretien du réseau routier national? Comment comprendre que ce mastodonte de la location des engins du BTP qui a laissé filer ses parts de marché aux opérateurs privés à cause des soucis managériaux, le Madjeni croule sous le poids des difficultés depuis plus de 15 ans? Comment comprendre ces détournements grossiers d'environ 12 milliards de francs CFA perpétrés au moyen de la surfacturation des prix d'achat des engins, de l'accaparement des fonds publics issus de la location des engins, mieux la vente des engins du Madjeni? Que dire de la vente des pièces détachées? Parce que lorsque les objets sont abandonnés, lorsque des engins sont abandonnés et qu'un client vient à la recherche d'une panne, on démonte, on ressort, on vend dans le business et on reste tranquille. Allez savoir ce qu'est devenu les 23 véhicules octroyés à cette entreprise, dont 2 véhicules de liaison, 2 compacteurs manuels, 2 compacteurs vibrants, 3 pelles chargeuses, 4 niveleuses automatrices, 1 bulldozer, 4 camions bennes, 2 camions citernes à eau, 1 camion graissage, 1 porte-chars et 11 tractopelles. Comment comprendre que le Madjeni, loin d'être une structure étatique employant des Camerounais qualifiés, soit devenu une épicerie familiale où le chef financier, le chef courrier, la RH, le chef SACIR, le nouveau DT tournent tout autour d'une même famille, alors que les ingénieurs compétents sont là, ils chôment? Que dire des autres petits employés qui n'ont pas de vrai poste de responsabilité? À ce jour, Ebolova, Bamenda, Yaoundé, Douala se retrouvent à environ 11 mois sans salaire. Les employés ont décidé de descendre dans la rue, mais seulement ils ont été stoppés par ce que vous savez. La colère de Chalamel ce matin, mesdames et messieurs, vous l'avez entendu, le Madjeni qui est pratiquement dans l'agonie aujourd'hui. Mbombo Bengan, une entreprise qui est née en 1967. Quand on fait le ratio entre 67 et 2020, on dira finalement que cette entreprise-là a eu un temps de vivre. Est-ce qu'aujourd'hui on devrait en être là? Est-ce on attendait plus du Madjeni? Est-ce qu'on ne dira pas qu'on est un peu déçu et un peu honteux de cette entreprise nationale aujourd'hui? Déçu non, honteux oui.
53 ans, vous avez bien dit, cette entreprise aurait pu déjà changer de cap et d'orientation. C'est-à-dire que dans sa mission principale d'acquisition et de faire la maintenance de matériel dans le cadre du suivi de l'entretien du réseau national, c'est comme ça qu'on l'appelait, le réseau national. Le réseau national, ce n'était pas que le réseau routier, c'était le réseau même ferroviaire. C'est-à-dire que et tout ce que cela comportait. Donc, c'était un parc où le Cameroun avait envisagé à cette époque-là d'avoir un parc où, lorsqu'on parlera de matériel d'entretien dans n'importe quel domaine, on y trouve. C'est-à-dire que à l'UQAM, du moins, ces entreprises-là pouvaient y trouver, pouvaient y trouver de matériel et surtout l'expertise appropriée. Aujourd'hui, la voie ferrée n'existe pas, la voie routière n'existe pas, qui était l'une des missions principales, n'existe pas. Donc, on allait donc être dans une situation où 53 ans après, cette entreprise allait même conquérir les marchés en Centrafrique. On devait aujourd'hui parler soit des entreprises camerounaises qui sont encadrées par le Margeni, qui sont en train de gagner les marchés en République centrafricaine. Mais c'est une honte parce que toutes les missions principales de cette entreprise ont été dévoyées. Jusqu'en, je pense, novembre l'année dernière, 2019, on parlait de 10 mois d'arriérés de salaire. C'est quand même inimaginable. Vous avez une entreprise comme ça qui doit entretenir votre réseau et vous trouvez mieux de louer ces garages-là à l'université de Yaoundé. Et qu'est-ce qu'on avait envoyé là-bas? L'université de Yaoundé avait envoyé, de Douala, pardon, pour le cas de Douala, avait envoyé les étudiants en communication. Vous voyez comment? Oui, c'est les étudiants en communication qui allaient prendre le cours dans les ateliers du Margeni. Donc, c'est des ambiguïtés telles que, si quelqu'un disait, si on vous expliquait le show du Cameroun, vous comprenez, c'est qu'on vous a mal expliqué. Donc, on a l'école, comment vous l'appelez, l'INSET, l'école, voilà, l'école nationale, comment vous l'appelez, de l'éducation technique, voilà, de l'enseignement technique, l'INSET, voilà, l'INSET, qui doit, et voilà, l'école normale d'enseignement technique, merci, qui doit être l'une des écoles qui est en, j'allais dire, en symbiose avec le Margeni, parce que s'il n'y a pas le matériel là-bas, on sait qu'il y a le Margeni qui peut venir. Nous avons des écoles d'ingénieurs, nous avons voilà, nous avons une faculté de génie industriel qui sont ici, mais c'est les communicateurs qu'on envoie au Margeni pour prendre le cours. Dommage. Quand j'avais appris ça, mais j'étais tombé des nues. Mais justement, comme disait Charles Hamel, pour montrer que c'est une honte, on ne sait plus quoi faire avec une entreprise comme ça. Et lorsqu'un gouvernement ne sait plus quoi faire avec une entreprise pareille, ça veut dire que ce gouvernement est tombé. Mais peut-être le gouvernement a une réponse, parce qu'à chaque fois qu'il faut refaire ce réseau routier, et c'est vrai, vous avez bien fait de préciser qu'il n'y avait pas que de la route, on aimait même le réseau ferroviaire. Le gouvernement aujourd'hui entreprend de s'engager dans des contrats avec d'autres entreprises étrangères. Non. Lorsqu'on s'engage, il y avait dans ce pays ce qu'on appelait le ministère de l'équipement. Oui. Le ministère de l'équipement orienté, parce que les projets étaient des projets intégrés. Lorsqu'on vous dit on va faire un pont sur le Vouri, au ministère de l'équipement, on appelle la Sonel, on appelle la SNEC, on appelle l'Intelcam qui est devenu Camtel. Donc ces entreprises-là, c'est des projets intégrés. De telle manière qu'on vous dit, puisqu'il y aura des canaux d'eau, d'électricité, comment on va faire pour que rien ne soit, pour que je voulais dire, aucune entreprise ne soit lésée ou alors ne soit endommagée par rapport à tel travail ou à tel autre travail. Or, le Margeni offrait donc du matériel pour l'acquisition de ce même. Malheureusement, c'est pas le cas. On tue le ministère de l'équipement, on crée beaucoup de ministères de travaux publics par-ci, ainsi de suite. Mais aujourd'hui, il n'y a plus de suivi. On a donc créé un manque de cohésion dans l'action gouvernementale. En fait, le Margeni paye le prix de ces tâtonnements dans la gestion
Peut-être même de la lourdeur aussi. Karine Sontia, ce sujet, il est assez intéressant. Cette colère même de Charles Hamel. Quelle inspiration vous en avez ce matin? Ce qui m'intéresse concernant le sujet de Madjeni, c'est que l'histoire que j'ai, c'est que lorsque j'étais en fac, je suis arrivée quand même l'année où on avait annulé les cours à Madjeni en communication. Je suis arrivée l'année, un an après qu'on ait annulé ces cours-là. Les boulons ne sont pas tombés sur la tête. Ce que je vais dire concernant ce sujet, c'est qu'en 2011, déjà, on a annoncé que le Madjeni était en banqueroute. Nous sommes en 2020, ça fait 9 ans. Pratiquement. En 2011, on nous dit qu'il est en banqueroute et pourtant, 3 ans plus tôt, en 2008, il y avait un contrat qui a été signé entre le Cameroun et la Chine pour notamment réhabiliter Madjeni pour qu'il puisse encore avoir de nouveaux matériels pour mener à bien son assemblage des pièces et autres. Mais en 2019, on arrête le DG et on le met en garde à vue pour malversation financière. Dans notre pays, tout se termine comme ça. On essaie toujours de colmater les brèches après que les choses sont en défaillance. Lorsqu'on sent qu'une branche, lorsque vous-même vous sentez que votre bras ne vous permet pas d'avancer, vous le coupez. Mais dans notre pays, lorsqu'on voit ça, on profite de l'occasion pour réinjecter de l'argent dans ce système-là, question de permettre à ceux qui dirigent de détourner les fonds et de nous amener à ce qu'on parle aujourd'hui. On est obligé aujourd'hui de travailler avec des entreprises étrangères pour pouvoir faire nos routes, de travailler avec des entreprises étrangères pour pouvoir créer, voilà la faculté de génie industriel au Cameroun. Combien sont-ils qui ont connu le Madjeni, qui ont déjà fait des stages là-bas, qui ont déjà profité même d'une occasion de visite d'entreprise au Madjeni au Cameroun? Parce qu'aujourd'hui, M. Mbachou nous a décrit comment ça se passe là-bas, où se trouvent les engins aujourd'hui. Il faut réhabiliter le Madjeni, mais est-ce qu'il est l'heure de réhabiliter le Madjeni? Est-ce qu'on doit parler de réhabilitation? Peut-être qu'il faut dissoudre et refaire, parce que les systèmes... On doit réhabiliter si on avait les bonnes personnes. Voilà. Puisque quand vous êtes malade, on vous soigne. Le système économique mondial veut que lorsqu'une entreprise ne permet pas à l'État de bien fonctionner, soit elle donne au privé pour qu'il gère mieux, soit elle dissout l'entreprise. Vous n'avez pas besoin de financer à chaque fois une entreprise qui ne vous produit rien. Très bien, c'est bien compris, Karine Sontia. Dominique Audrey, Charles Hamel Mbachou a semblé dire tout à l'heure que le Madjeni n'attend que la fin, n'attend que le corona. Est-ce que c'est bien dit finalement? Le coup de grâce, il voulait certainement dire en d'autres termes. J'ai parlé trivialement, comme on dit là-bas, c'est pas moi. C'est une expression employée par les agents du Madjeni. Ils attendent le corona pour être C'est fini. une bonne simulation. Oui, c'est ce qu'ils disent, les agents. Oui, en parce qu'ils d'autres sont... termes, le coup de grâce. Parce que à être dans une entreprise où vous faites quasiment une année sans avoir de rémunération, alors que vous venez tous les jours, c'est invivable. Aujourd'hui, on parle par exemple d'approvisionnement, de préparer la nourriture, acheter des provisions pour on ne sait pas, un possible confinement. Comment est-ce que ces employés la feront? Moi, je trouve que c'est un peu honteux d'avoir une société qui aurait pu permettre à nos architectes, à nos ingénieurs civils que nous formons ici de pouvoir travailler sans qu'on ait forcément besoin de faire appel à d'autres entreprises extérieures. Le Madjeni en soi, en elle, est une entreprise désormais publique qui aurait pu travailler avec le ministère des Travaux publics. Mais comment se fait-il donc que depuis 2005, après la descente aux enfers avec les différents directeurs généraux qui ont passé leur temps à la tête de cette entreprise à détourner encore et encore et encore, qu'il n'y ait pas eu véritablement une reconstruction ou bien qu'on n'ait pas repensé cette structure-là. Cette structure-là, aujourd'hui, ne fonctionne pas parce qu'on met des mauvaises personnes à la tête de cette entreprise-là, malheureusement. Comme M. Mbachou l'a dit, c'est le copinage. On met les petits copains, on met ses amis qui viennent, qui prennent l'argent et qui partent impunément. Une succession. On vous dira, si vous allez par exemple sur des différents articles qu'on publie sur cette entreprise-là, vous verrez que quasiment tous les directeurs ont été interpellés pour une affaire d'argent. Et ce n'est pas normal. On ne peut pas continuer comme ça avec une entreprise qui est censée réfectionner, du moins au départ, ne serait-ce que les routes. Merci. On s'est retrouvé avec un ministre des Travaux publics qui s'est interrogé sur le fait que c'était des Chinois à qui on avait donné un marché comme ça alors qu'ils ne savaient pas. Alors que le Madjeni, avec nos
On les appelle comment? Nos ingénieurs ici auraient pu faire ce travail-là. Donc, comment faire si aujourd'hui, le Matgénie perd ses parts de marché au profit des entreprises privées? C'est une entreprise qui n'est pas rentable pour nous autres. Qu'est-ce qu'on doit faire d'elle? Si elle n'est pas utile, qu'on la ferme. Bonne question, bonne question. Que va-t-on en faire, Charles Lamel Mbachou, aujourd'hui? On s'en souvient quand même qu'en 2019, il y a eu un accord entre le Matgénie et une société belge baptisée DEM Group qui songeait y investir 157 milliards de francs. Finalement, quand on en arrive à ce niveau où la société belge elle-même n'a pas une implication, il y a quelques mois encore, les employés se plaignent de ne pas avoir de salaire, qu'est-ce qu'il y a à faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire? La fermer? Passer à autre chose? La restructurer? Interpeller le chef de l'État comme c'est le cas en permanence? Commencez d'abord par payer le salaire des différents employés. Vous savez, quand on dit que signature des conventions, c'est là où la presse est au courant. Le monde entier est au courant. Convention de signature pour un montant de 122 milliards. Ah, quand les 122 milliards sont donnés, non, on ne parle plus. On ne parle plus. Maintenant, c'est qui va aller gérer. C'est ça le problème du Cameroun. Prenez le cas du cinéma, prenez le cas du Lamborghini. On dit, on va même envoyer qui? Toi aussi, va t'asseoir là-bas. Tu nous déranges trop aussi que tu cherches des nominations. Va t'asseoir là-bas, tu gères. Après la réforme de 2015, il était prévu que ce mastodonte de la location des engins du BTP participe, elle aussi, postule dans le marché public. Ça veut dire qu'à partir de 2015, avec tous les engins qu'elle avait, elle était susceptible, lorsqu'on passe à la réflexion, oui, d'être rentable. Mais seulement, qui est-ce qu'on a envoyé là-bas? C'est des personnes qui vont manger tout simplement l'argent. On a envoyé, tu cherches où te reposer, va te reposer de ce côté. Je vais vous prendre le cas d'une machine qui a été achetée à près d'1 milliard de francs CFA. Un concasseur. On a acheté cette machine à plus d'1 milliard de francs CFA sans aucune traçabilité, je tiens à vous préciser. Le concasseur est entré, mais sauf que le concasseur ne travaille pas pour le Matgénie. Le directeur de cette époque a pris la donnée à sa sœur. Il a dit à sa sœur d'aller gérer. Et sa sœur est partie gérer ça où? À la carrière d'Akak. Les gens nous regardent, à la carrière d'Akak, c'est là où le concasseur travaillait. Les fonds qui étaient générés, jusqu'à présent, les fonds qui étaient générés, ces fonds ne retournaient pas au Matgénie. Alors, je viens voir mon ami Mbambok, parce qu'il est au Matgénie, je dis Mbambok, je viens de gagner tel marché. Donne-moi 6 ou 3 engins là. Une niveleuse, une tractopelle, je ne sais pas moi quoi, un concasseur, ou alors ce que les gens appellent au quartier les marteaux piqueurs ou les dameurs, si vous voulez, ou les bulldozers. Bon, me prête, je dis non, je vais te donner 20%. J'ai récupéré, je m'avais fait mon business tranquille. Lorsque ça paye, si on vient poser la question, bon, c'est en panne, on envoie à révision. C'est en panne, on envoie maintenant. Voilà comment ça se joue. Les employés le savent. Ils savent, mais qui on a envoyé? Est-ce qu'il y a un suivi? Est-ce qu'il y a un contrôle? Que non. C'est désormais une gestion. À tête, le personnel est réduit à recevoir des fractions de rémunération, c'est-à-dire c'est à la tête du client. On voit Mbambok ou on voit Karine Soncha qui passe. Viens, tu as été servi, tu as été vraiment serviable. Tiens, voilà quelque chose. Rentre à la maison, tu payes la location. Hein. Tu restes tranquille. Dis pas aux autres. Voilà comment ça se joue dans une entreprise et dans une structure comme celle-là. C'est véritablement à l'agonie. Il est temps qu'on repense. À ce jour, beaucoup de hauts cadres sont en train de démissionner. Beaucoup ont préféré aller créer la structure et venir louer le matériel. Ils préfèrent démissionner, rester au quartier, mais le bas peuple. Voilà le corona. S'ils parlent, eux, du corona aujourd'hui, c'est parce qu'ils vont faire des réserves avec quoi? Ils vont acheter un gel hydroalcoolique avec quoi? Ils vont pouvoir m'acheter le paracétamol avec quoi? Mettre les familles à l'abri avec quoi? 11 mois sans salaire, c'est quand même trop. Et le Matgénie en souffre. Le Matgénie en souffre et il faut absolument trouver des solutions. Il faut absolument relever cette entreprise-là. Et nous interpellons la plus haute autorité de l'État du Cameroun à prendre cela à bras-le-corps, étant donné que le Matgénie appartient également au Cameroun. Dans un instant, mesdames et messieurs, nous reviendrons avec les nombreux messages que vous allez laisser, bien évidemment, au standard de notre émission. Vous êtes assez nombreux également à nous laisser plein de messages sur notre page Facebook. N'hésitez pas à y faire un tour. On vous rappelle également qu'en deuxième partie, nous nous arrêterons sur la revue des réseaux sociaux. Tellement de choses encore à partager avec vous. Mais surtout, madame, monsieur, l'interpellation Bonbon Bengan, Karine Sontia, Charles Mbachou et Dominique Audrey Oyengelek, j'y arriverai. Nous sommes ensemble pour vous servir. À tout à l'heure.
Merci, madame, monsieur, de nous retrouver sur les antennes Equinox Télévision pour la suite de 10-12, le Zénith. On le sait, aujourd'hui, c'est un jour assez compliqué pour beaucoup d'entre nous. Nous sommes en train de souffrir dans notre intérieur. Le Cameroun pleure le départ d'un monument africain. Manu Dibango n'est plus. À 86 ans, le coronavirus qui sévit dans l'un des pays aujourd'hui le plus touché en Europe, la France notamment, a eu raison de l'artiste et on n'arrêtera pas de lui envoyer et de renvoyer bien sûr toutes nos condoléances aux familles du roman éprouvé. Mais ce n'est pas seulement la famille biologique, car tous les Camerounais, tous les Africains aujourd'hui se reconnaissent en Manu. Allez, on va rapidement se retourner vers vous, Karine Santia, pour lire avec vous les messages qui nous sont parvenus ce matin. Alors, le problème de Madjeni n'est que la conséquence de la malgouvernance, comme c'est d'ailleurs le cas pour toutes les entreprises publiques au Cameroun. C'est un message de Bonji Tombe. Un autre message qui nous demande où est passé la Bogénie. Ça, c'est Billy Romuald. Alain Rocher-Kwayep. Beaucoup, voilà, pour les conseils, vraiment, je proposerais que quand il y a des thèmes de mariage, ça c'est Alain Roche-Kwayep, on va pas lire ce message. Alors, je sais d'avance que je suis hors sujet, mais de grâce, dites-nous quelque chose. C'est pas évident. Le décès de ce jour, suite au coronavirus, est celui... Ah, ça c'est... D'accord. Bon. C'est les sujets, on va s'arrêter là pour les messages. On s'arrête là pour les sujets de ce matin, mais également on va... peut-être voir comment on rebondit sur ces réseaux sociaux. Vous êtes assez nombreux quand même à nous laisser plein de communications, plein de messages, plein de posts aussi. Et Karine Santia est là et elle s'en occupe véritablement. Oui, Manu Dibango, on parle de lui qui est décédé ce jour à l'âge de 86 ans en France des suites de coronavirus. On va vous parler un peu de lui. Alors Manu Dibango, il arrive à Marseille en 1949 avec 3 kilos de café dans son sac. C'est devenu comme une anecdote qu'il racontait à tout le monde pour payer ses premiers mois de pension. En 1950, il découvre le jazz et joue de la mandoline, puis il apprend du piano. Il découvre aussi le saxophone par son ami Moye Bendedi qui lui, il avait emprunté à Francis Bébé. Et puis, et il rencontre aussi Francis Bébé, autant pour moi. En 1956, sa véritable carrière musicale va commencer avec l'orchestre et les cabarets. 1960, il est chef d'orchestre à Les Anges Noirs de Bruxelles. 1963, il ouvre son club au Cameroun. 1969, son premier album intitulé Afro Jazz Saxy Party qui lui donne du succès. Et puis en 1972, Obosso, c'est un autre album. 1972, Obosso, Soul Makossa, 73, Makossa Man, Africa Delight, que vous avez connu certainement. Et en 1974, c'est Super Kumba. Il a tellement de titres qui ont été repris en bande originale, en compilation et des interprétations par d'autres artistes dans le monde. On rappelle qu'en 2009, il a attaqué les maisons de disques de Michael Jackson et de Rihanna pour avoir utilisé sans autorisation le thème Soul Makossa dans leurs chansons. On se rappelle encore bien de ces titres-là. Mais bon, pour autre titre qu'il avait, on dit qu'en 1997, il a créé le festival Soir au village dans la ville qu'il a accueilli, Saint-Calais. En 2001, il est invité par Werason pour une collaboration dans une chanson Croix-Rouge humanitaire dans l'album Kibwisa Pimba avec la chanteuse Nathalie Makoma. Et puis en 2000, il est le chanteur guadeloupéen Luc Léandri l'invite sur le titre Bondier pour un bon extrait de son album Peace and Love 2007. Il est le parrain officiel de la 20e édition du Festival panafricain du cinéma et de la télévision de Ouagadougou. Et puis le 3 février 2009, Manu Dibango décide d'attaquer les maisons telles que je vous l'ai dit tout à l'heure. Et le 8 septembre 2015, il est secrétaire général de l'Organisation internationale de la francophonie, le nomme grand témoin de la francophonie aux Jeux olympiques et paralympiques de Rio en 2016. Waouh, bah écoutez, si on va passer, si on se met justement à vous raconter
Et la vie de Manu, c'est 86 ans de vie. C'est un artiste hors pair, reconnu d'un talent exceptionnel. On va peut-être s'arrêter là, mais surtout renvoyer peut-être la balle du côté de Bonbon Bengan. Je vous la renvoie cette balle-là. Vous l'avez connu, vous l'avez vécu, vous l'avez senti. Et aujourd'hui, qu'est-ce que ça vous fait justement de vivre son départ aussi brutalement? Non, très très mal. Très mal. Vous connaissez Manu. J'ai connu Manu. Lui d'ailleurs c'est un fils de pasteur. Il a commencé à chanter à l'église. Et dans un environnement où on disait que faire de la musique était considéré comme un voyou. Donc dans la famille, on acceptait mal qu'un enfant puisse s'engager à faire la musique. Donc Djoké Dibango Emmanuel, c'est son nom. Il s'est entêté, il y est allé. Mais on oublie. Comme vous voyez, il a fait des études universitaires. Vous voyez là, c'est pas quelqu'un. Philosophe, anthropologue, tout bien connu. Oui. Et avec son aîné qui est parti, Francis Bébé, ils avaient tenu, j'allais dire, ils forment ce qu'on pourrait appeler, si notre pays était sérieux, devait servir d'exemple. C'est-à-dire comment lier l'école et la musique et surtout la bonne musique. C'est pour ça que nous avons du mal à nous arrimer à la musique que vous voyez aujourd'hui, au son. Est-ce que c'est même la musique, le son, le tambourinement que je vois aujourd'hui? Franchement, j'ai du mal avec mes enfants, mes petits-enfants. Bon, on ne se comprendra jamais, donc je préfère vraiment laisser. Oui, pour avoir vécu Manu Dibango. Et l'autre image que j'ai remarquée, lui, on en avait parlé il y a 3 ou 4 ans. Lorsqu'un jour, on s'est rappelé, il m'a dit non, vraiment, ne m'en parle plus. Ne m'en parle plus. C'était tellement ahurissant que Manu Dibango, nommé PCA d'une société de droits d'auteur au Cameroun, et qu'on dise que Manu Dibango a détourné 150 000 francs. Vous ne comprenez pas. Et pourtant, pour l'artiste africain, oui, c'est la deuxième fois que nous ayons ça. Parce que lui et moi, on avait parlé de ça aussi en mettant également, parce qu'ils étaient 2 Camerounais comme ça, l'un en sport, Yannick Noah, lui vit encore. Je ne souhaite pas que le coronavirus la tape, lui, vraiment. Voilà 2 personnalités qui viennent, ils sont sollicités par les membres du gouvernement pour qu'ils viennent aider leur pays. Yannick Noah comme préparateur psychologique des Lions Indomptables, Manu Dibango pour encadrer les droits d'auteur au Cameroun. D'abord, ils disent, on n'a même pas besoin d'argent. Nous voulons seulement que vous nous écoutiez. D'un côté, Yannick Noah dit, non, moi, si vous m'appelez, la compagnie aérienne française me prend. Donc, vraiment, même ne vous gênez pas. Mais dans le milieu du football, les gens décaissent de l'argent au nom de Yannick Noah. Il a dénoncé ça publiquement, jusqu'à des dizaines de millions de francs. De l'autre côté, Manu vient, on dit, au lieu même qu'on lui permet de travailler sereinement et d'organiser des trucs, nous on commence à dire non parce qu'il y a des tripatouillages et surtout, on le calme même, on commence à dire ne règle pas ses factures. Il n'arrive pas, c'est pas possible, c'est des trucs terribles. Il n'y a que dans notre pays qu'on insulte les icônes, qu'on traîne les icônes dans la boue. Et à ce moment, quand vous le faites, donc, vous aurez quoi comme référentiel? Très bien. Vous aurez quoi? Et c'est ça qui nous arrive aujourd'hui, au point où l'autre qui est là, il est à Kribi, Eko Roosevelt, qu'il me pardonne. Je ne vais pas demander son avis pour parler d'eux, mais ça me choque. Voilà un autre qu'on a enlevé dans les conservatoires et on ne l'utilise pas. On ne l'utilise pas aujourd'hui. Vous demandez à un enfant qui est Eko Roosevelt, personne ne peut vous dire qui est Eko Roosevelt. C'est bien dommage. Donc qu'est-ce qu'on a profité de Manu Dibango, et pourtant il était là, il aime son pays, il veut vous laisser travailler, et il y en a même un qui était mort, Eugène Joléa, qui voulait amener le professionnalisme ici. Donc nous sommes dans un pays, je ne dirais pas maudit, mais un pays béni, mais dont les dirigeants ont tourné le dos à Dieu. Et quand vous tournez le dos à Dieu, il ne vous reste qu'une telle chose, les conséquences malheureuses. Très bien. C'est ça qui nous arrive, parce que même sa mort aujourd'hui avec le coronavirus, ça ne va rien donner au Cameroun, ni aider
nos chercheurs à s'épanouir dans les recherches, ni même au gouvernement de s'organiser autour du coronavirus. C'est vraiment malheureux. Charles Amel Bachou, le décès de Manu Dibango, pour vous également, comme plein d'Africains, de Camerounais, c'est une plaie et cette plaie est encore béante. Je ne souhaiterais pas que le Cameroun pleure Manu Dibango. Je préfère que ce soit l'Occident qui le pleure. Parce qu'on l'a remis. On ne l'a pas aimé, on ne l'a pas accepté. Disons-le de la manière... C'est pas un peu... C'est pas très fort. On l'a rejeté. Je vous dis, on l'a... Posez la question. Qui connaît même son nom? Qui sait qu'il s'appelait Emmanuel Joker? Personne ne sait qu'il s'appelait Emmanuel Joker. Personne ne sait où est né son petit nom de Manu Dibango. Lorsque vous allez, le musée national n'a qu'une seule chose de Manu Dibango, que volontairement il a choisi de donner, c'est son saxophone. On n'a pas cette tenue. Manu Dibango avait une façon particulière de s'habiller. Son pantalon ne traversait jamais ses chevilles. Il avait une façon particulière de s'habiller, mais on peut repasser les images. Il avait une façon particulière, Manu Dibango, de s'habiller. Vous avez vu que certaines radios utilisaient même sa tête à un moment donné pour représenter. Il était directeur de publication, il avait un journal, ceux qui ne le savent pas. La rue Foch que vous voyez là, Manu Dibango, la majeure partie des amis de Manu Dibango sont morts, on les a tous enterrés. À Bonantonais, lorsqu'il arrivait, j'ai eu au moins 12 fois la chance d'être avec lui, avec le professeur Doukaya. On a plusieurs fois eu la chance d'être ensemble. Il mangeait les beignets haricots, il n'a jamais cherché. Un jour dans les rues, il me dit, mais Charles Armel, ils ne savent pas que j'ai 4 fois le budget du Cameroun comme argent. Je ne me plains pas, mais qu'on m'accuse, qu'on me l'amène à la suite de ce que Bamboka dit. C'est un multimilliardaire. Il ne s'est jamais reposé. Il était toujours en tournée, concert privé. Il ne s'est jamais reposé. Il oubliait même quelquefois d'aller déposer les chèques à la banque parce que ça ne l'intéressait pas. Vous remettez un chèque, il oublie ça. Écoutez, plusieurs fois, il a demandé à ce que le Cameroun puisse. Il s'est battu. Je me rappelle la dernière fois où j'ai assisté, il y avait un concert au Cameroun où il est arrivé avec le petit Oyono. Il a vu ce gars jouer. De tous les musiciens qui étaient là, personne ne savait lire une partition. Le jeune qui joue au saxophone, Oyono est arrivé. Il s'est placé à côté de lui, il s'est mis à accompagner. Manu Dibango a arrêté de jouer. Il a dit, mais il y a la relève. Il faut qu'on donne la possibilité. Mais est-ce que le ministère a pensé se tourner vers ces jeunes? Que non. Quand on a eu l'artiste Saleh John qui trimait au Cameroun, Saleh John a trimé ici au Cameroun pendant longtemps. Tout à fait. Il est resté, il a dit comment je peux faire pour sortir les artistes qui triment au Cameroun. Il a lancé le Camer All Star. C'est là où on a vu les Saleh John voyager. On a remonté quelqu'un comme, comment on appelle l'homme de Bonadibon, pardonnez-moi, je suis un peu sorti. C'est Pendandale. Il a sorti plein de Bonadibon. Il a sorti plein d'artistes. Ouais. Il a dit, venez, comment on appelle, Henri Diop. Il a fait sortir plein de gens, mais les gars, venez vous faire une autre santé en Europe. Aujourd'hui, il a pu quand même donner avec les Camer All Star. Le Sissi Dipoko. Beaucoup d'artistes se sont greffés à lui. Il a dit, voilà ce qu'on peut faire. Donc, j'estime qu'il a donné ce qu'il avait au plus profond. C'est à nous. Il y a l'université Manu Dibango en France. Il y a des écoles qu'on a données à Manu Dibango. Il y a des cours. Il a des apparitions qu'il faisait pour stimuler juste la musique dans les conservatoires. Mais au Cameroun, lorsqu'il arrivait, c'est lorsque comment on va appeler ça, une entreprise de liqueur l'a fait venir au Cameroun. C'est là où Manu Dibango a eu point de parrain. Voilà ça à quoi il venait. Il se baladait au Cameroun, même les conférences. Mais écoutez, c'est lamentable ce qu'on vit au Cameroun. Et je suis un peu déçu qu'un artiste de cette trempe parte avec le coronavirus. On peut comprendre la déception. C'est la maladie, c'est vrai. On peut comprendre la déception ce matin de Charles Amel comme celle de plein de Camerounais, d'Africains, notamment pour vous, Karine Sontia, vous nous l'avez très bien dit, mais avec vous, Dominique Audrey, Manu Dibango, il représentait quoi? Vous qui l'avez peut-être connu aussi à travers la musique uniquement. Oui, à travers la musique uniquement, malheureusement, je dirais. J'ai pas eu l'occasion de le côtoyer personnellement, mais il représente ce que les chrétiens considèrent comme Jésus. C'est quelqu'un qui arrive une fois dans votre histoire et que peut-être vous n'aurez malheureusement plus jamais l'occasion d'en avoir, qui puisse être à sa hauteur, avoir son talent ou bien sa personnalité. Et c'est malheureux que ce soit en France qu'on ait des instituts, comme M. Mbachou l'a mentionné, qui portent son nom.
Aujourd'hui, au Cameroun, il y a des gens qui ne méritent pas que certaines choses portent leur nom, mais malheureusement, ces choses portent leur nom. Qu'ont fait ces personnes pour le Cameroun? Rien. Aujourd'hui, vous irez à l'étranger et on vous dira que dans cette école, on apprend telle chose qui nous rappelle tel homme, telle personne. Moi, j'ai hâte de voir quel genre de cérémonie au Cameroun on entreprendra pour lui. J'ai hâte de voir. Je vais vous raconter, à l'école française qui a des saxophones de musique, Manu Dibango, tous les enfants qui sortent, ils ont une hymne. L'hymne qu'ils chantent tous enfin, c'est Somaloba. Somaloba, Obetelala, Bounia et tous les Français. Si vous frappez même sur YouTube, vous allez les voir bien ascensés là-bas. Ils sont en train de chanter. Il y a un groupe de jeunes enfants français qui font les reprises de chansons. Ils ont aussi repris la chanson Là-bas, on connaît les valeurs. Parce que là-bas, on connaît les valeurs. C'est libre de cette école, Somaloba. Il faut donc questionner les valeurs au Cameroun, Karine Santia. Oui, on parle encore de coronavirus ce matin. On dit que hier, 23 mars, aux environs de 5 heures, vous vous êtes tous rendus compte qu'on a annoncé le décès de Patrick, de l'oncle de Patrick Mboma. Lui-même, Patrick Mboma a annoncé le décès de son oncle Achille Essomé Moukouri via un tweet. Et juste après, il a reçu beaucoup de critiques, beaucoup de coups de poing sur la toile. Pourquoi est-ce qu'il annonce cela? Est-ce que la vérité, est-ce que c'est vrai que c'est le Covid-19 qui a tué son oncle? Mais au final, alors, la question se pose parce que à une certaine heure de la journée, le média national nous a dit qu'en fait, le directeur de l'hôpital La Quintini faisait savoir que Achille Essomé n'était pas décédé de Covid-19, donc il n'avait pas été testé, il souffrait plutôt d'insuffisance cardiaque et de diabète. C'est un message bien sûr de SIA TV Web. Oui, c'est pour cela que j'ai dit le média national en ligne. Et après cela, au courant de la journée, encore le directeur de l'hôpital La Quintini a démenti avoir fait ou encore avoir été en contact avec le média national pour donner cette information, ce qui jette encore un autre bémol sur les causes du décès de Achille Essomé Moukouri. Mais très tard en soirée, hier dans la nuit, on a vu comment est-ce que c'était aux environs de 19h20 en fin de journée. En fin de journée. Voilà. Si vous voulez, en début de soirée. Si vous voulez. On a vu comment il y a eu un grand dame de médecins, de personnel de santé qui se sont qui s'est déployé pour aller faire cet enterrement, qui a encore suscité l'interrogation des internautes sur qu'est-ce qu'il a finalement tué, si on fait toute cette protection pour enterrer quelqu'un qui n'est pas décédé de Covid-19, alors c'était quoi la cause? Peut-être que le gouvernement veut cacher que quelqu'un est déjà décédé au Cameroun de Covid-19. Ça, c'est toutes les supputations et les éléments qui se disent sur la toile. Tout porte à croire également que l'information aujourd'hui fait bonne référence de ce que M. Achille Essomé Moukouri serait décédé effectivement de coronavirus, parce qu'on a vu sa fille remonter au créneau à travers sa page Facebook, s'insurger et dire un certain nombre de choses, et d'ailleurs déclarer elle-même que son papa est mort de coronavirus. Mais Mbombo Mbengan, vous pensez qu'on serait en train de culter l'information au Cameroun? Oui, c'est l'occasion pour moi de dire contaminés, nous serons tous morts. Confinés, nous serons tous vivants. Et tout. On est en train j'allais dire, de jouer un peu. On veut jouer un peu. Et pourtant, on a toute la latitude de contenir cette maladie. D'abord, elle n'est pas née ici, elle a été importée. Et c'est important. Et on sait comment elle est entrée et comment elle entre. Ça veut dire qu'on a la possibilité de contenir la maladie. Hier, pour le cas qui nous concerne, que Karine a décliné, en dehors du docteur Ndiabet, qui a dit, qui a parlé des présomptions d'études, les autres, personne ne parle. Personne ne parle. Bon, on peut comprendre pour une raison, parce que nous n'avons pas la capacité technique de donner vite les analyses des prélèvements que le corps médical fait sur les patients. On n'a pas cette possibilité. Même le centre Pasteur ne peut pas diagnostiquer. Il faut envoyer ailleurs, on ramène les résultats. Quand vous êtes donc dans cette faiblesse-là, la deuxième chose à faire, c'est le confinement. Vous ne pouvez pas laisser les marchés aussi ouverts. Je veux dire, nous devons nous conformer à une discipline quand même, à une certaine discipline. Et ce cas qui est arrivé hier devait amener le gouvernement à
j'allais dire, vous parlez, vous avez un terme là que je ne comprends pas, vous parlez de communication agressive. Bon, oui. D'accord, si c'est ça le terme approprié, il faut donc faire une communication agressive. Une communication agressive, mais pour interpeller les Camerounais de ce qu'effectivement il y a déjà un cas de Covid. En faisant, Charles Amel l'a dit à l'entame, maintenant il n'y a plus d'opposants, nous l'avons dit. Personne, vous avez vu, personne ne parle plus des opposants. Tout le monde a les yeux rivés sur le gouvernement, qui est le bras armé de l'État. Que dit le gouvernement? Les Camerounais sont prêts à les déclarer volontaires. Mais comment on organise cette lutte contre le coronavirus, cette prévention? Rien. On ne dit rien. Au maire, on a seulement dit aux autorités administratives de veiller sur les bars qui vont fermer à une certaine heure, c'est tout. Et vous avez vu comment, et là j'apprécie l'action du gouverneur de la région du littoral. La mesure sort à 18h. Les vols sont en train d'atterrir à Douala. On dit au gouverneur ne faites pas. Le gouverneur vient, voyez, avec quel tact, quelle maestrie. Il a plus de 600 passagers. Il faut les contenir et il a réussi à les contenir. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si le gouvernement organisait un tout petit peu la riposte, en déconcentrant les mesures, notamment c'est le ministre de la Santé seul qui parle, dans le littoral et à Douala, au niveau personne ne parle, à Bafoussa Moudi Adideka qui parle, est-ce le délégué régional de la santé publique, est-ce le directeur des hôpitaux dit de référence, on ne sait pas. Bombok, donnons la parole à Charles Amel Bachou. Charles Amel Bachou, lorsqu'on vous enterre aussi brusquement, sans organiser des obsèques, aucune cérémonie traditionnelle, après personne ne vous accompagne, quelle analyse vous en faites-vous? Alors, si réellement dans ce pays, on avait laissé la place aux scientifiques de s'exprimer, si on avait donné la possibilité aux personnes ressources de pouvoir prendre la parole, je parie qu'on allait gérer un ensemble de choses, on n'allait pas retrouver ces écarts. C'est parce que le politique veut être au centre de tout, c'est parce que le politique veut se retrouver dans tout, c'est parce que le politique veut avoir la même mise sur la gestion de tout, qu'on se retrouve là, monsieur Michel Ngachou, à vivre ce qu'on vit. Depuis qu'on enterre des gens en France, en Italie, il n'y a eu qu'une seule photo. On a exposé les cercueils, c'était tout. C'est la seule image qui a transparu pour démontrer au monde entier que ce n'est pas la blague, ça existe. Mais le Cameroun est le seul pays où on polémique sur la mort. Le Cameroun est le seul pays, c'est étrange, le Cameroun est le seul pays, et vous avez eu des responsables de ce pays qui se sont étonnés de ceci qu'une chaîne de télé, en l'occurrence Equinox, a diffusé des images, disant que mais les voilà encore qui le reprend, vous fouillez sur les comptes, mais ça se diffusait, on se demande, mais bon Dieu, on est en situation de crise. Dans un pays, on aurait mis combien de comités qui auraient convoqué la famille. Comme vous voyez, c'est une situation délicate. On ne peut pas conserver le corps de votre père. On va rencontrer, c'était un prince, on va à la chefferie, on dit à la chefferie, on ne peut pas garder. Vraiment, s'il y a des choses à faire, il y a une équipe qui va devoir faire. On peut à la limite accepter une personne qu'on va désinfecter, qu'on va mettre pour pouvoir faire ces différents rituels. On va l'enterrer dans la stricte intimité. C'est-à-dire sans caméra, c'est des mesures qu'on prend. Et tout le monde va s'aligner. Mais lorsqu'on dit qu'il n'est pas mort de Covid-19 et qu'on voit tout le Bataclan, l'ambulance qui arrive, on voit l'accoutrement, les gens sont cagoulés, les gens sont... Quand même. Très bien. Quand même. On a appelé à se poser la question de savoir comment dit-on une chose. Et l'autre, j'ai bien peur que le directeur de la Quintilie ne va pas se faire cogner les doigts pour avoir fait le démenti. J'ai bien peur qu'il ne va pas se faire cogner les doigts. Il a bien fait la précision en faisant savoir que cette presse a rapporté des propos qui n'étaient pas les siennes. Donc, vraiment, il y met un démenti formel. Le dit là, comme ça, de la maison. Non, c'est un ORL. En réalité, voilà un type, de par sa formation, qui aurait pu être parmi ceux qui parlent en public. C'est dommage. Il est ORL. Donc, oui, c'est même sa spécialité là maintenant. C'est dommage. On lui demande de se taire et on lui prête des propos. On ne peut pas assumer ça. Très bien. Dominique Audrey,
C'est un sujet assez gênant. Étant la sœur de Patrick Mboma, et certainement, elle s'appelle Kilami, je crois, la fille, quelque chose comme ça. Aurais-tu eu la même réaction, toi? C'est-à-dire que rendre hommage à ton papa et déclarer ouvertement qu'effectivement papa est décédé de Covid-19. Bien sûr, c'est ma liberté. Si je sais, si le médecin traitant de mon père, parce que si on a écouté Bonjour chez vous ce matin, le médecin a été très clair. Les symptômes laissaient à présager que le monsieur souffrait de coronavirus. Il a parlé de ses poumons qui étaient très froids. Il a cité un certain nombre de choses. Qu'on aurait dû simplement prendre le relais et non d'attendre un potentiel diagnostic. Monsieur Ngachou, si c'était mon parent, ma liberté me permet de dire ce que j'ai envie de dire, tant que ça me permet d'exprimer ma douleur. Sauf que la dame, en le faisant, n'était pas dans une sorte de combat. Elle sait quelle est la raison pour laquelle son parent est mort. Donc, on ne peut pas lui refuser d'exprimer ses sentiments. Mais à côté de ça aussi, je comprends désormais le pourquoi d'Equinox n'est pas invité à la fameuse conférence de presse. Parce qu'on a besoin de médias des médias qui ont des médecins qui réussissent à diagnostiquer les diabètes subites et les crises cardiaques subites qui tuent les gens comme ça. Et qu'on enterre ces gens-là en catimini. C'est pour ça qu'on n'invite pas Equinox. Parce qu'on a besoin des gens qui ne vont dire que ce qu'on a besoin que les gens entendent. Mais Merci. Malheureusement, la vérité, comme le soleil, finit par sortir. Ça se lève toujours de toutes les façons. Et de tous les côtés. Très bien. Avec vous, Karine Sontia, on évolue et puis on va terminer par ce dernier sujet qui nous interpelle tous. Oui. Le dernier sujet concerne notamment le ministère de la Recherche scientifique et de l'innovation qui a fait une sortie hier qui a mis toute la toile en colère. Alors, le ministère de la Recherche scientifique a présenté hier, au cours d'une conférence de presse dans la salle du Minrezi, a donné des informations sur l'état des recherches, la procédure, la procédure des recherches, notamment au niveau de l'Institut de l'étude des plantes médicinales et aussi de l'émergence des réémergences des maladies. Voilà. Le centre de recherche sur les maladies émergentes et réémergentes. Oui. Alors, à la suite de ces recherches, le ministre précise que il a par exemple démontré que le virus connaît des modes de transmission qui vont de l'animal à l'homme, puis de l'homme à l'homme, de même que ses conditions de survie et les situations de propagation. Séance tenante, des solutions hydroalcooliques ont été distribuées avec des masques au Comité national de développement et des produits venus du Comité national de développement aux journalistes. Oui. Pendant ce point de presse. Pendant le point de presse. Maintenant, ce que la toile a retenu c'était surtout lors du reportage d'Equinox hier, c'était la partie où la ministre insistait sur l'origine du coronavirus, un instant qui vient de la chauve-souris. Ah bon. Est-ce que c'est une surprise pour nous, Mbombo, la sortie de la ministre Madeleine Tuente? Oui, c'est une surprise. Premièrement, parce que ça arrive tard. Deuxièmement, parce qu'elle ne donne aucune information fiable. Le coronavirus existe depuis 1960 et c'est connu des vétérinaires. Et on connaît. Maintenant, les recherches qu'elle aurait pu dire comme information, il fallait donc nous dire que ce virus est découvert en 2019, c'est pour ça qu'on a parlé de Covid-19, et que c'était dans les laboratoires chinois. Très bien. Maintenant, quel est aussi le courage ou la témérité de dire qu'il est fabriqué dans les laboratoires, et c'est un nouveau virus qui a des particularités telles, mais ne le dit pas. L'autre chose où je l'attendais, il y a quand même une cellule de promotion de ce qu'ils appellent là-bas pharmacopée africaine. Elle a dit, des laboratoires spécialisés dans des recherches sur les plantes médicinales. Mais qu'est-ce qu'on a donc trouvé là-bas? On a encore la découverte. Mais attendez. Étape par étape. Je suis convaincu que les gens qui y travaillent, depuis leur cursus de maîtrise, de DEA, de doctorat, des professeurs, de tout ça, avant d'avoir le statut de chercheur, il y a quand même, ils ont produit des publications. Il faudrait qu'elles nous rendent publiques ces publications, parce que nous voulons quand même savoir que oui, les chauves-souris sont ici au Cameroun. Quand nous disent que dans ce cas, la progression du virus ou alors les mutations du virus peuvent donner ci à ça, et nos équipes
sont en train de chercher et rassurer, parce que c'est pour ça que Charles Hamel a dit tout à l'heure qu'on doit laisser les scientifiques parler, de nous rassurer que, comme vous voyez, continuez à observer les mesures OMS, mais nos laboratoires travaillent et c'est sûr que la victoire contre le coronavirus sortira de mes laboratoires. De toutes les façons, Donc, on attend. voilà On attend. comment on est. Mais déjà, il faut rappeler que c'était sous la pression des Camerounais sur Internet qui se demandaient finalement à quoi nous sert le ministère de la Recherche scientifique et de Non, il y avait des l'innovation. machines à décortiquer l'arachide et tout. Oui, c'est qu'on appelle Il a fallu qu'il y ait cette batterie de demandes afin que la ministre sorte. Charles Hamel Bachou, sujet assez intéressant quand même. Tu rentres avec, vous rentrez avec, vous me permettez. On peut se tutoyer si vous voyez en même temps, il n'y a pas de souci. Monsieur Michel Ngachou, je peux vous dire que je l'ai écouté et je me suis rendu compte que Madame le ministre avait des difficultés à prononcer certains noms. Notamment Covid-19, Corona. Coronavirus. Elle a eu trop de difficultés. On aurait dit qu'elle a reçu ce texte-là à l'immédiat. Je pense qu'elle aurait dû recevoir ce texte à l'immédiat pendant qu'elle était en train de procéder à la lecture. Premier point. Deuxième point, je pense qu'elle est pharmacienne. Oui. Elle est pharmacienne de Donc, formation. c'est C'est son domaine. C'est C'est-à-dire son que domaine. lorsqu'on arrive à cette partie au niveau de la recherche, elle devait plancher sur les recherches faites au niveau de la Chine, plancher sur les recherches faites au niveau de la France avec le professeur Didier Raoult, les différentes évolutions. Elle devait plancher. Oui, c'est son domaine. Non, C'est dit qu'elle est en retard avec l'information. elle a démontré là qu'elle est obsolète, excusez-moi l'expression, qu'on est obsolète au niveau de l'information. Je pense que même l'étudiant en première année de communication est plus renseigné que Madame le ministre, ou c'est un jeu exprès qu'elle a voulu jouer. Parce que là, elle devait plancher là-dessus en disant, bon voilà, nous avons telle molécule qui est en train d'employer nos chercheurs à base des plantes, comme l'a dit bon, au niveau de la pharmacopée, pour faciliter. Je vais vous dire, je vais vous prendre un exemple, Monsieur Michel Ngachou. L'azithromycine, par exemple, qui est commercialisée en ce moment, ça coûte 9 000 francs. Est-ce que c'est à la portée de tous les Camerounais? Elle pouvait nous dire, bon, l'azithromycine, excusez-moi, c'est un nom nouveau, l'azithromycine qui est un composé ou un dérivé de tel le quinqueliba, le ceci et cela, on va procéder sur le plan traditionnel avec la pharmacopée par association pour permettre de résoudre. On va utiliser le quinqueliba, le chloroquine, qui est sur la base. Voilà ce qu'on attendait. Madame le ministre de la Recherche est en train de dire que ne dormez pas sur vos lauriers. J'invite, comme le ministre de la Santé a rappelé tous les médecins à la retraite, tous les personnels médicaux, j'invite tous les gens de la pharmacopée qui ont une idée à propos du corona, qui ont une idée de nous retrouver pour qu'on essaye de discuter des points focaux. On été mis à telle enseigne, il y aura des gens, les réactifs, tout, on va mettre tout. C'est ce qu'on attendait. Voilà ce qu'on attendait. Pas de venir nous lire un papier qui a été apprêté, je ne sais pas dans quelle chambre, et dont on ne parvenait pas à trouver les mots. Doit-on dire justement, Dominique Audrey, qu'elle a fait preuve d'incompétence? Le mot est bien choisi? Je trouve que c'est doux. C'est un peu doux. Mais je dirais plutôt que... Je vais dire dans le savoir, dans la connaissance, dans la maîtrise justement du sujet actuel. Je redis que je trouve que c'est doux. Le terme incompétent, c'est doux. À côté de ça, moi j'ai envie de dire que Madame la ministre de la Recherche scientifique au Cameroun invite simplement les Camerounais à fuir les chauves-souris. C'est tout. Si jamais vous en voyez, fuyez d'abord. Est-ce qu'on en mange ici déjà? On n'en mange pas ici. On va reprendre... Dominique Audrey. Vous nous dites d'éviter. Dominique Audrey, à côté de... Je vais vous prendre. Vous avez le village Bama qui partage la même grotte avec le village Moya. Oui. On appelle cette grotte le Lunglile. C'est la grotte aux chauves-souris. Les chauves-souris vivent dans cette zone depuis plus de 120 ans. Et jamais il y a eu de problème. Moi, je suis nourri aux chauves-souris depuis plus de 60 ans. Vous en mangez, vous-même? C'est tellement, et c'est circulant. Et il y en avait à Bonanjo. Je l'ai tué même à Bonanjo. Donc, et surtout, les chauves-souris mangent, c'est la saison des mangues, non? Donc, les chauves-souris sont partout. Donc, ils sont en train de diffuser le virus et tout. Alors, à Madame la ministre de nous dire comment capter les virus en l'air. Non, alors... Soyez donc vigilants, Bobo. C'est l'occasion même pour elle de nous dire qu'on a pris les drones. Allons-y, on va finir avec Dominique Audrey. C'était l'occasion peut-être de... N'attendez pas trop. Hein.
la ministre est simplement sortie parce qu'à plusieurs reprises sur ce plateau, on a dit qu'elle était absente de la scène. Elle n'a rien dit. Elle n'a rien dit. Et aujourd'hui, puisqu'il fallait impérativement dire quelque chose, et ben on vous a dit, bouf. Vous savez quoi? Le coronavirus est causé par la chauve-souris. Bon, maintenant, on attend encore quoi? 1 mois, 2 mois pour nous dire que bon, essayez un peu de faire le mélange avec le citron et le miel pour voir un peu ce que ça va donner. On attend encore. Très bien. Il n'y a rien forcément... On ne peut rien attendre de ce ministère-là, parce que ce ministère, depuis le départ, brille par son silence, par son absence. Donc, malheureusement, alors qu'on a des personnes qui sont à même de nous trouver des palliatifs, peut-être pas le traitement final, mais avec ce qu'ils ont appelé la pharmacopée, on peut avoir une sorte de potion qui peuvent nous permettre d'éviter, de retarder. Monsieur Mbachou nous a parlé du miel, Bombok nous parle de l'ail et tout ça. On peut, voilà, on a très peu de temps. Justement, donc on pouvait multiplier ce genre de recettes-là préalablement en attendant d'étudier ça aussi. Là, c'est vrai que cette recette qui est celle de la grand-mère, si on va le dire ainsi, ça crée un peu de désordre et puis il faudrait que les spécialistes... C'est elle qui aurait pu... Monsieur Michel, on va finir. Permettez-moi, monsieur Michel Ngachou. 45 Est-ce que vous savez que secondes. ce Covid arrive à la période, à la transition entre la saison sèche et la saison des pluies? Et en cette période, actuellement au Cameroun, tout le monde est grippé. Très bien. Est-ce que vous le savez? Ça veut dire que tout le monde est grippé en cette période. Ça veut dire qu'il y a des mesures. Il y a des mesures. Et vous savez que c'est une grippe comme tous les autres, avec ses petites complications. Donc, quand même, à ce niveau, je crois qu'elle devait apporter une particularité quand même différente. Dire, par exemple, que, comme on le dit désormais en France, et c'est depuis ce matin qu'on dit en France que désormais, il y a, en termes de symptômes, on a ajouté la conjonctivite. Qui est la conjonctivite? C'est pour le cas de la France, qui a un début de conjonctivite pour le Covid-19. Donc, est-ce qu'elle ne pouvait pas... Il y a même déjà une perte d'appétit qui rentre. Voilà, c'est pour ça que je dis qu'elle devait plancher là-dessus. Très bien. Alors, Karine Sontia, on va justement finir. Le sujet de la ministre te passionne également, comme plein d'autres Camerounais. Je ne suis pas passionnée par ce sujet, je suis remontée par ce sujet. Il y a quand même des sujets pour lesquels on sait que c'est le ministère de la Recherche scientifique qui est spécialiste. La recherche scientifique, ça veut dire que tous les sujets concernant la science et la recherche devaient y être. Aujourd'hui, on parle des molécules qui commencent à produire quelques effets. L'étape là-bas, c'est quoi? Qu'est-ce que ça dit? Est-ce qu'au Cameroun, on peut essayer? On nous a montré pendant la semaine des images d'un faux laboratoire avec des tables et une natte blanche sur laquelle on fabriquait des désinfectants pour les mains. Et aujourd'hui, on nous dit que c'est ça qu'on a distribué aux journalistes. C'est ça qui va soigner le Covid-19? Bonne question. Attention. Merci à vous, madame, monsieur, de rester sur les antennes d'Equinox Télévision. Nous sommes avec vous dans 10-12. L'OMA qui se poursuit. Dans un instant, nous serons avec Constilamine, espérons effectivement qu'il nous retrouvera, comme cela se doit, pour parler de non seulement de Sorepco dans un premier moment, mais on reviendra également sur le collecteur qu'il nous présente depuis un petit moment sur la télévision. Il s'installe confortablement de l'autre côté du studio B, on l'y attend. Mais vous dire également, finalement, Bombok, il y a de quoi interpeller la ministre à se recycler, à s'adapter, à se mettre en conformité et, j'ai envie de dire, d'être en phase avec le temps et la maladie du Covid-19. La ministre est pharmacienne de formation, donc scientifique de bout en bout. De bout en bout. Elle occupe le chef du département de la recherche et de l'innovation. Donc, elle est dans son assiette. Elle a failli. Elle est dans son assiette. Avec nous, de l'autre côté, Studio B, Constilamine, bonjour et bienvenue. Alors, bonjour Eric, bonjour à tous les téléspectateurs, bonjour à tous les partenaires du concept Salaka et surtout à tous les fans du concept Salaka du côté bien sûr de la France. Et par là bien sûr de la France, c'est l'occasion pour moi de dire un bonjour particulier, bien entendu à Francis de Paris, du côté bien sûr de la France, véritable hôte téléspectateur de cette émission. Alors ce matin, je parle bel et bien d'un magasin, pas comme les autres, les magasins Sorepco. Et par là bien sûr des magasins Sorepco, je rappelle une fois de plus que le directeur général a pris des dispositions pour assurer bien sûr la sécurité sanitaire de tous les clients, raison pour laquelle à l'entrée de toutes les agences de Sorepco au Cameroun, on s'est fait d'abord désinfecter les mains
et les clients restent 1,5 mètre. Il y a 1,5 mètre de distance entre les vendeurs et les clients dans tous les magasins Sorebco. C'est donc l'occasion ici pour moi d'inviter bel et bien tous ceux qui nous regardent ce matin de se rendre dans les magasins Sorebco parce que les promotions, les meilleurs prix, la qualité, c'est bel et bien dans les magasins Sorebco. À tout seigneur, tout honneur, c'est l'occasion ici pour moi de dire merci à un très grand client des magasins Sorebco. C'est un monsieur pas comme les autres, c'est un monsieur dynamique, c'est bel et bien le président Yorojos, le directeur général des appartements meublés, c'est-à-dire des appartements meublés des adresses du côté de Bonamoussadi, qui a équipé tous ces appartements meublés avec les carreaux de Sorebco. Oui, pour ceux qui veulent apprécier la qualité des carreaux de Sorebco, pour ceux qui veulent apprécier le design, pour ceux qui veulent apprécier le nyanga des carreaux de Sorebco, je vous invite de vous rendre du côté, bien sûr, des appartements meublés de Yorojos, parce que dans ces appartements meublés, il y a les carreaux de Sorebco qui sont utilisés dans tous ces appartements meublés. C'est donc l'occasion ici pour moi d'attirer l'attention de ceux-là qui sont en pleine construction, de ceux-là qui ont des hôtels, de ceux-là qui ont les immeubles, de ceux-là qui sont les revendeurs, de bien vouloir se rendre dans les magasins Sorebco parce que la promotion des carreaux est encore de retour. Vous l'aviez demandé, vous l'aviez réclamé, le directeur général l'a fait pour vous. Nous vous accordons quelques semaines de promotion sur les carreaux et pas n'importe lesquels. Les carreaux 60 par 60. Oui, vous les avez dans les magasins Sorebco à partir de 7400 francs le mètre carré. Je n'ai pas dit le carreau, j'ai dit le mètre carré de carreau 60 par 60 à partir de 7400 francs. Prix départ Douala. Alors, pourquoi acheter les carreaux dans les magasins Sorebco? Parce que non seulement nous vous donnons des carreaux de qualité, nous vous donnons la garantie, nous vous donnons également plusieurs cadeaux quand vous achetez les carreaux à partir de 600 mètres carrés de carreaux. Dans les magasins Sorebco, vous recevez un téléviseur 32 pouces qu'on vous donne gratuitement. Il n'y a que Sorebco pour le faire. Toi qui me regardes à la maison, toi qui me regardes dans ton bureau, toi qui me regardes dans ta cuisine, toi qui me regardes c'est-à-dire dans ta société et tu as besoin des carreaux, alors rends-toi directement dans les magasins Sorebco. N'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. C'est l'occasion plus que jamais de se rendre dans les magasins Sorebco. Oh là 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 là. Les carreaux de Sorebco sont tellement nyanga. Les carreaux de Sorebco sont les carreaux de qualité. Vous les avez à partir de 7400 francs le mètre carré dans tous les magasins Sorebco, prix départ Douala. On parle bien sûr également des avantages. Vous achetez 600 mètres carrés de carreaux, vous recevez un téléviseur 32 pouces gratuitement. Vous achetez 500 mètres carrés de carreaux, vous recevez 80% sur l'achat d'un téléviseur 32 pouces. Il y a de quoi courir dès à présent dans les magasins Sorebco. Acheter les carreaux, c'est bien, mais les acheter auprès des partenaires du concept Salaka, c'est encore mieux. Et en ce moment, il y a les carreaux Nyanga, il y a les carreaux Ndolé, il y a les carreaux de qualité supérieure dans tous les magasins Sorebco à partir de 7400 francs. Nous faisons également la vente en gros et en détail. Vous voulez commander, appelez directement nos numéros de téléphone et achetez les carreaux de qualité chez Sorebco. Une fois de plus, merci à tous les clients et surtout, 1000 fois merci à ce très grand client des magasins Sorebco, le président Yorojos, DG des appartements meublés des adresses. Merci beaucoup et surtout, n'oubliez pas, Sorebco, c'est la qualité et rien que la qualité. Merci infiniment, Constilamine, avec ce fameux concept, le concept Salaka. Il nous retrouvera certainement au courant de l'édition. Madame, Monsieur, restez des nôtres et dans un instant, nous irons également nous interroger sur les grandes interpellations. Vous êtes sur 10-12, le Zénith, nous sommes sur Equinox. Pour le progrès, c'est le travail intensif du gouvernement face à la jeunesse. Parce que beaucoup de jeunes d'aujourd'hui ont des diplômes et ils ne savent pas quelle branche suivre pour trouver le travail. Et voilà pourquoi, en l'occurrence, vous allez trouver beaucoup de gars sur les motos qui ont les diplômes. Ils sont obligés d'être sur la moto, c'est pas mal. Mais c'est parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement. Auprès des entreprises, on a moins de chances de trouver le travail.
parce qu'il y a aussi un découragement qui s'impose entre les dirigeants des entreprises et la jeunesse et les demandeurs d'emploi. C'est le problème du maintien de salaire qui ne regarde que l'employeur et l'employé sans l'intervention d'une autorité gouvernementale. Lorsque vous allez auprès d'une entreprise demander un travail, votre salaire n'est discuté qu'entre vous et votre employeur, autrement dit le directeur général de cette entreprise. Voilà aussi un autre problème qui se pose au sein de la société camerounaise. Sujet assez intéressant, Bonbon Bengal. Très cocasse et très embêtant d'être dans un pays où les jeunes n'ont pas de perspective. Vous voyez, Charles Lamel nous a déclamé ce matin les déboires du Margeni. Nous sommes dans un pays où tout est à construire, mais on dit aux jeunes qu'il n'y a rien à faire. C'est triste. C'est triste. C'est triste. On vous dit tout est à construire, on vous dit qu'il n'y a rien à faire. Même le ministre des Travaux publics, ça m'a rappelé M. Ambassala, il dit qu'il est l'ingénieur de l'État, mais on fait les grands travaux, on ne le consulte pas. Donc voilà, c'est dans cette situation. On se retrouve dans les gars, les diplômés du supérieur qui se retrouvent sur la moto. Il vous dit également que lorsqu'il faut être employé dans une entreprise, votre salaire se négocie intuitu personnel. Mais c'est comme ça, vous êtes ingénieur, on peut décider de vous payer comme un capiste. Vous pouvez prendre ou pas, c'est tant pis. Donc, non, ça veut dire qu'en fait, l'adéquation formation-emploi, cela s'accompagne avec ce qu'on appelle les conventions collectives. Mais est-ce qu'aujourd'hui, l'environnement camerounais permet à un Camerounais qui a un peu d'argent de se lancer dans les affaires? Non. C'est pour ça que c'est difficile. Le chef de l'État lui-même a organisé un forum, je pense que c'était en mai 2015. Investir au Cameroun, terre d'attractivité. Je ne sais pas combien d'entreprises sont installées au Cameroun aujourd'hui. Ça veut dire qu'on lui dit votre pays n'est pas attractif, monsieur le chef de l'État. Donc c'est compliqué. Quand vous avez donc des Camerounais qui eux ont pris le risque, qui disent nous on va investir dans notre pays, il faut les accompagner, il faut les encadrer. Non, malheureusement non. Et les gens vont prendre la Méditerranée, le désert et la Méditerranée. C'est triste ce qui nous arrive. C'est bien dommage, c'est bien dommage. Dans un instant, on retrouvera à nouveau sur le plateau B Constilamine qui va nous revenir effectivement pour ce concept Salaka et qui reviendra nous parler de ce correcteur aussi intéressant pour nous. Constilamine, plateau B, à vous le studio. Bien entendu, le studio est à présent au concept Salaka avec l'un de ses produits phares, le correcteur de posture. Et ce matin, une très très bonne nouvelle à l'endroit de nos téléspectateurs de la France. Ces téléspectateurs peuvent désormais, il faut le rappeler chers téléspectateurs, avoir leur correcteur de posture à Paris. Grâce bien sûr à un représentant du concept Salaka, Francis de Paris, qui est donc le représentant du concept Salaka du côté bien sûr de la France. Ce représentant vous permettra d'avoir les correcteurs de posture depuis Paris, c'est bien sûr en France. Merci donc à toi, Francis de Paris, représentant du concept Salaka de ce côté. Alors à l'instant, place à la présentation du concept. Oui, à la présentation de ce correcteur de posture. Le correcteur de posture de marque Lifecore est une jaquette médicale. Le correcteur de posture est une jaquette qui vous permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture vous permet d'éliminer les douleurs au niveau du cou. Le correcteur de posture vous permet d'éliminer les douleurs au niveau des épaules. Le correcteur de posture permet également de vous prévenir contre le mal de dos. Le correcteur de posture permet également de nous c'est-à-dire d'éliminer totalement les douleurs au niveau c'est-à-dire du dos, comme je l'ai si bien dit. Il permet également de redresser votre dos. Alors ceux-là qui ont un dos rond, qui ont un dos tordu, la solution c'est le correcteur de posture. La solution c'est the corrector de posta. Yes, any man when you hear me just now, you must buy your corrector de posta, because the corrector de posta, the next say when it well any time, you not go here get hot for your dough.
You know, go here get hot for your neck. You know, go here get hot for your pole. Don't any man must get a correct the poster. You the taximan, you the bensikiner, you the communicator, you the businessman, you the worker, any man, you the same minister, any man must buy a correct the poster because the correct the poster now some fine jacket way when you put them anytime you go here fine sauté, you go here oh la 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 la, with correct the poster, any man go here fine. Donc chacun de nous devrait l'avoir. Vous l'avez donc au prix de 10 000 francs, votre correcteur de posture. J'ai l'habitude de le dire dans cette émission, n'attendez pas la fin du stock, n'attendez pas la fin de la promotion. Vous savez très bien que le concept Salaka, c'est un concept de vente à grande échelle. Quand le concept Salaka touche quelque chose, cette chose-là court automatiquement, raison pour laquelle j'attire l'attention de tous les téléspectateurs. Vous avez besoin d'un correcteur de posture. Vous n'avez pas assez d'argent, venez au magasin Milan Tapis. Vous allez faire des paiements par tranche. Pour ceux qui n'ont pas la totalité d'argent, il y a la possibilité de faire des paiements par tranche pour ceux qui n'ont pas la totalité d'argent. Mais pour ceux qui en ont besoin, c'est l'occasion plus que jamais de venir dès à présent au magasin Milan Tapis et de débourser la somme de 10 000 francs pour un correcteur de posture. Disponible en 2 tailles. Vous avez la taille en plusieurs tailles, autant pour moi. La taille L, la taille M, la taille XL et la taille XXL. Disponible en 2 couleurs, la couleur blanche et la couleur noire. Le point de vente, c'est le magasin 1001 Tapis, en face du Palais d'Ika, à l'entrée de la rue Mermoz. Nous sommes ouverts de lundi à samedi, de 9h à 18h00. Et dans ce magasin, on a pris également les dispositions pour permettre à tous nos clients de se sentir en sécurité. Merci. Pour ce qui est de la maladie qui nous ravage en ce moment. Donc, venez à Milan Tapis, aucune inquiétude. À l'entrée du magasin, tous les clients sont désinfectés et reçoivent des conseils. Merci beaucoup. Merci infiniment à toi. Merci beaucoup, Constil Amine. Ce fut un plaisir, madame, monsieur, de vous avoir dans cette émission de 10-12 le Zénith. Nous sommes sur Equinox. Le plaisir sera de vous retrouver demain à la même heure. Merci à vous également. Charles Amembachou, Karine Sontia, Bobo Bengan, Audrey Dominique. Très très bonne journée à vous. À bientôt sur les antennes Equinox Télévision.